Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Après une semaine d'interruption en raison des dernières copies et des conseils de classe, une pensée amicale aux collègues qui nous écoutent en train de remplir des bulletins, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Olivier Ritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Cité, vous signez en folio Histoire une histoire littéraire de la Révolution française. Alors c'est un livre passionnant, foisonnant, où j'ai appris énormément de choses, un livre dont on ne pourra certainement pas tout dire. Un livre qui montre qu'on n'a peut-être jamais autant écrit en France sous la Révolution, mais du coup, est-ce qu'on avait le temps de lire pendant une révolution ? En tout cas, il y avait un désir de lire qui était très fort. Ça, c'est certain. Si on en juge par l'explosion de la production éditoriale et puis par les sujets qui sont abordés, le nombre de journaux, le nombre d'imprimeries, il semble que la demande ait été très très forte. Donc, on avait sans doute le temps de lire, le désir de lire de façon très forte, oui. Alors vous pointez dès le départ qu'il y a un paradoxe de la Révolution française par rapport aux études littéraires, c'est que généralement ça ne figure pas dans le canon littéraire. On a deux grands blocs de part et d'autre, on a le XVIIIe siècle classique et puis ensuite le romantisme, et d'une certaine manière la Révolution française elle échappe un peu au Lagarde et Michard, on va dire, elle est pas présente, elle n'est pas canonisée. Alors comment vous expliquez ce fait ? Alors c'est très français. C'est dans l'histoire littéraire française qu'il y a cette période sans nom. C'est le titre d'un beau colloque et d'un livre chez Classique Garnier sur ce moment-là. Ça n'est plus tout à fait les Lumières, ça n'est pas encore vraiment le romantisme où c'est l'un et l'autre à la fois, c'est le tournant des Lumières. Pourquoi ? Parce que il me semble que, de manière générale, du côté des études littéraires, il y a eu une vraie réticence à l'idée de se confronter directement à la Révolution. Il y a eu des moments importants de production d'études au moment du bicentenaire, en 1989, avec la Carmagnole des Muses dirigée par Jean-Claude Bonnet, beaucoup d'autres textes. Et puis des études assez riches de spécialistes, de 18e-istes et de 19e-istes, comme on dit du côté des littéraires, mais sur des objets ponctuels. Et ce gros collectif, la période sans nom lui-même, qui est passionnant, il est assez symptomatique parce que c'est comme si on ne voulait pas dire révolution, comme si la révolution gênait, parce qu'il y avait une sorte de trop-plein politique qui serait antithétique avec l'idée qu'on peut se faire de ce qu'est la littérature. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'entre nous et la Révolution s'interpose un certain nombre d'œuvres plus tardives mais qui mettent en scène la Révolution, 93 de Victor Hugo, Anatole France, Les Dieux ont soif, plus proche de nous Pierre Michon, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un écran littéraire qui s'interpose et qui nous rend plus difficile d'accès les écrits de la période elle-même ? Je ne sais pas si ça tient à cet écran-là, parce que ces œuvres-là, elles sont nourries des écrits de la Révolution. On peut penser aussi à la mort de Danton de Buchner, qui est souvent reprise, qui a inspiré ces textes-là, qui est souvent reprise au théâtre. Et Buchner, il avait lu les journaux de la Révolution de très près. Hugo aussi, pour écrire 93, et la partie centrale, il a lu Louis-Sébastien Mercier, il en a recopié des pages entières. Donc, peut-être qu'il nous dispense de les lire, mais d'une certaine manière, il pourrait nous encourager à aller vers ces textes. Et mon expérience personnelle a été celle-ci. J'ai commencé par lire ces textes-là. J'ai été extraordinairement intéressé quand j'ai lu le récit de la prise de la Bastille par Chateaubriand. Et à partir de là, je suis allé vers les textes. Mais ce que j'ai compris en travaillant sur cette littérature-là, c'est que la réaction littéraire a été très forte, et j'en parle déjà dans le dernier chapitre de ce livre, c'est-à-dire que la production littéraire de la décennie révolutionnaire a été disqualifiée de façon très importante dès le moment 1800. Alors ça me permet d'introduire à mon avis un point très fort du livre qui est ce plan strictement chronologique qui consiste vraiment à apprendre séquence par séquence et à montrer que dans ce temps relativement court de la Révolution, les choses changent fondamentalement d'une année sur l'autre, parfois en quelques semaines. Alors du coup, une première question, une question de méthode, comment vous avez travaillé ? Parce que en vous lisant de près, on voit à quel point vous êtes attentif à ne pas traiter la Révolution comme un bloc et prendre comme auteurs révolutionnaires des gens qui ont été reconnus après. Par exemple, le poète André Chénier, il a un peu écrit sur le moment, mais c'est surtout après qu'on a relu ses textes et qu'on en a fait un personnage révolutionnaire. Sur le moment, c'est plutôt son frère qui est connu et reconnu. Donc comment vous avez fait concrètement en termes de travail sur les textes et d'archives pour contextualiser les œuvres et les insérer dans ces fines séquences chronologiques que vous découpez ? Il y en a 11 au total.
Alors le plus important, c'est de chercher systématiquement pour tout texte que je retiens dans cette histoire, une date de publication très précise. C'est-à-dire que je ne veux absolument pas me contenter de ce qu'on peut lire sur la page de titre, et qui d'ailleurs peut être faux, et qui en plus devient très compliqué dès lors qu'on passe au calendrier républicain. Qu'est-ce que ça veut dire en 3 ? Est-ce qu'on est en 94, en 95 ? Donc Oui, sans compter qu'il y a plein de choses qui disent être publiées à Paris alors que c'est à Amsterdam ou l'inverse, Voilà. qu'on triche, on joue beaucoup avec ça pour contourner des autorités parfois. Pour les lieux, c'est très connu et déjà discuté. Pour les dates, on est moins méfiant en général. Et dans les études jusque-là, on se contente de ce qui est dit. Or, il n'y a pas de raison. Il peut là aussi y avoir des décalages. Parfois, pour des raisons toutes simples, un éditeur ou un libraire, comme on dit à l'époque, a intérêt à écrire plutôt sur la page de titre l'année qui va venir. Donc, si on est en 94 et qu'on publie un livre, autant écrire tout de suite 95, parce que le livre paraîtra actuel, récent, plus longtemps. Et puis, il y a d'autres raisons de changer. Donc, en tout cas, moi, j'ai la chance de travailler, d'avoir fait ces recherches sur la Révolution à un moment où de plus en plus de textes sont numérisés et ossérisés, c'est-à-dire que on a accès à un texte dans lequel on peut utiliser la fonction rechercher, et on peut rechercher des noms d'auteurs, rechercher les mots qui se trouvent dans les titres des livres, et grâce à cela, on peut retrouver dans les journaux des annonces ou des comptes rendus. Et en cherchant de façon assez approfondie les annonces ou les comptes rendus, on peut remplacer cette date à un an près par la date de la première annonce ou du premier compte rendu, donc par une date au jour près, qui pourra parfois être améliorée. Je ne peux pas être certain d'avoir toujours trouvé le tout premier compte rendu, mais puisqu'il y a de très nombreux journaux et que les cas de livres qui ne font pas l'objet d'annonces ou de compte rendus sont très très rares, quasi inexistant, j'ai une bonne indication qui permet de situer beaucoup mieux les textes. Concrètement, vous aviez un grand tableau Excel avec des dates ou un fichier Word. Comment vous avez fait pour trier tout ce matériau ? J'ai surtout des fiches par texte et je note, en plus des phrases du texte qui m'intéressent, je cherche à ce moment-là les annonces et les comptes rendus et je les note. Et puis, je mets en haut de ma fiche la date du premier compte rendu que je trouve. Et du coup, vous les regroupez ces fiches ensuite par chapitre ou par séquence ? Mais ensuite, par chapitre, alors le découpage ensuite des chapitres a pu changer, mais quand je commence un nouveau bloc, je commence par faire une liste de dates en voyant quels sont les textes dont je veux parler et en commençant par les mettre dans l'ordre. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça me fait sortir des hiérarchies héritées par l'histoire littéraire. Ça me fait sortir du canon. À ce moment-là, j'ai un ordre qui est le résultat d'une recherche sur des éléments partiels mais massifs, et en tout cas sur des éléments relativement objectifs. Et à partir de là, j'ai une série et je peux réfléchir à ce qui me semble important sur ce moment-là de la Révolution en travaillant à partir de cette série. Voilà, c'est l'ordre des contemporains, que les contemporains ont connu, et pas l'ordre de la postérité. Et donc, du coup, ça réordonne les hiérarchies d'une manière, on va dire, qui permet de jeter un nouveau regard sur les textes. Oui, et je vais un peu plus loin, puisque j'essaye d'avoir l'ordre des contemporains à Paris. C'est-à-dire que je sais, parce que je l'ai vu en étudiant des textes comme le roman L'Émigré de Sénac de Meilhan, qui est assez connu des spécialistes de la littérature, qu'il y avait des textes comme celui-ci, justement, qui n'étaient pas du tout discutés à Paris et probablement pas du tout mis en vente. Donc ceux-là, je les mets de côté aussi. J'essaye d'avoir une temporalité qui est vraiment inscrite dans ce que pouvait être la réalité de la lecture, de ce qui était disponible pour le public à Paris depuis 1788 jusqu'en 1801. Alors ça soulève des enjeux assez intéressants, notamment le fait que le temps de l'écriture, c'est pas le temps politique. Pour composer une œuvre, il faut parfois des années. Et pendant ces années, on peut avoir 3 régimes politiques différents. Et du coup, on se retrouve avec des gens en décalage. Je pense à Louis-Sébastien Mercier et son Nouveau Paris. C'est un exemple très frappant plutôt à la fin du livre. Vous montrez qu'il publie un texte composé plutôt vers 1796-97, à un moment où politiquement, le sens a complètement changé. Et du coup, la réception tombe un peu à plat. C'est un texte qui est un texte de soutien très marqué au Directoire, à la République,
qui subit de très nombreuses attaques, surtout du côté droit, mais aussi du côté gauche à ce moment-là. Et Mercier défend avec force cette République. Il a terminé son texte en novembre 1798 et effectivement, il y travaille depuis plusieurs années déjà, pendant tout le directoire, jusque-là il y a travaillé, et puis la publication prend du retard, et ce texte est publié après le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Ouais, ça, c'est vraiment pas de chance quand même. C'est vraiment pas de chance, c'est du contretemps. Et Mercier, pour ce texte-là, qui est un texte extraordinaire, qui est un très grand texte à mes yeux, il y a vraiment un raté au moment de la première réception qui explique des choses sur sa postérité. Alors à ce micro, récemment, on a parlé avec Robert Darnton, qui est l'un de ceux qui a le plus participé au débat récurrent sur le pouvoir des livres en lien avec la Révolution, avec Roger Chartier, avec d'autres. Ce qui est très frappant en vous lisant, c'est que les historiens aujourd'hui discutent pour savoir dans quelle mesure les livres font ou ne font pas les révolutions, l'influence des Lumières, est-ce que c'est la Révolution qui a inventé les Lumières ou l'inverse. Voilà, c'est des débats qui sont très installés en histoire culturelle. Ce qui est frappant en vous disant, c'est que les contemporains y croient. C'est-à-dire, les contemporains croient au pouvoir de l'écrit, croient au pouvoir des mots, croient au pouvoir de la littérature, et ça, finalement, quelle que soit leur position politique. Oui, quelle que soit leur position politique et quelle que soit aussi leur situation par rapport au pouvoir. Parce que les ministres de l'Intérieur successifs se soient préoccupés de l'opinion publique en organisant une forme de propagande, on l'imagine volontiers, mais qu'une autrice finalement aussi marginale qu'Olympe de Gouges ait cette même conviction très très forte que chacun de ces textes peut avoir une influence réelle sur le cours politique, c'est assez frappant. Vous montrez une littérature révolutionnée. Alors, il y a des choses qui l'anticipent avant 1789. Je pense à Sylvain Maréchal et son Almanach des honnêtes hommes, qui est un texte fascinant, enfin plutôt une tentative fascinante pour déjà faire un calendrier révolutionnaire avant la lettre, mais qui n'est pas forcément vu comme tel parce que c'est avant la Révolution. Mais si on entre dans la Révolution change les choses du point de vue littéraire, et notamment parce qu'elle abolit progressivement un certain nombre de cadres d'Ancien Régime. Alors on en avait un peu parlé à ce micro avec Suzanne Rochefort, qui a travaillé sur les comédiens et les théâtres en Révolution, pour montrer comment ils ont des libertés nouvelles de jouer, de mettre en scène, d'exercer leur métier. De manière plus générale, est-ce qu'on peut dire que la Révolution fait éclater les cadres de la librairie, des privilèges, de l'académie, qui étaient ceux qui tenaient la production littéraire sous l'Ancien Régime? Bien sûr, alors c'est des cadres qui étaient attaqués depuis longtemps. On connaît beaucoup d'écrits, encore une fois, on peut à nouveau évoquer Mercier, parce que c'est les plus connus. Les attaques de Mercier contre l'Académie, elles commencent bien avant la Révolution. Le système de la librairie et la censure fonctionnait mal. C'est Robert Darnton, je crois, qui estime qu'il y avait un livre sur deux qui était publié en passant par des circuits clandestins, soit qu'il venait de l'étranger, soit qu'il pouvait être imprimé de façon discrète en France. Donc tout cela ne fonctionnait pas bien, mais était bien en place. Et en quelques mois pour la censure, en un peu plus longtemps pour l'Académie, tout cela est détruit. Et effectivement, l'Académie française elle-même, et toutes les académies, y compris l'Académie des sciences, alors que ça a été un peu plus débattu, sont supprimées à l'été 1793. Ce qu'on retient pas toujours d'ailleurs, parce que l'Académie française aujourd'hui aime bien se présenter comme une institution qui est là depuis toujours, ou qui est là depuis le XVIIe siècle sans interruption. Mais il y a bien eu l'idée, au moment où on se mettait à parler beaucoup plus de privilèges, au moment où le mot aristocratie, qui était nouveau, devenait un des mots les plus importants du débat politique, il y a eu l'idée qu'il y avait là des obstacles à l'activité littéraire qui empêchaient qu'elle soit libre et qui allaient contre l'exigence d'égalité qui était devenue beaucoup plus forte. Avec un paradoxe très intéressant qui parcourt toutes les périodes révolutionnaires, qui est que la liberté n'est jamais totale et que les révolutionnaires eux-mêmes s'inquiètent parfois des abus, des dérives de cette liberté. Est-ce que la liberté de publier, c'est pas la liberté de publier de fausses nouvelles et des rumeurs qui vont permettre des complots contre-révolutionnaires? Donc très vite, en fait, c'est moins une liberté complète qu'une tension entre les libertés nécessaires et les formes de contraintes qu'on réinvente ou qu'on réajuste, justement parce que l'événement déborde tous les cadres. Ce qui est nouveau, c'est le principe de la liberté de la presse, qui est posé très tôt dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui n'est jamais remise en question. Mais
Alors, on peut aussi distinguer des périodes. Il y a des périodes où la liberté est beaucoup plus grande. Entre 1789 et le 10 août 1792, la prise des Tuileries, on est dans un temps de liberté importante. Après l'élimination de Robespierre en juillet 1794, et pendant quelques mois, on pourrait nuancer, on est à nouveau dans une période de liberté plus grande jusqu'au coup d'État de Fructidor, qui est une date pour l'histoire littéraire fondamentale, le 4 septembre 1797, lorsque les républicains sont obligés, depuis le sommet de l'État, de faire un coup d'État pour éliminer les royalistes qui sont devenus majoritaires politiquement. Là, on repasse dans une période de censure très forte. Donc on a des moments de censure forte, des moments de liberté plus grande, mais en réalité, toujours une inquiétude et toujours des interventions importantes à différents niveaux pour essayer d'empêcher les textes qui sont publiés et mis en vente de créer des troubles, de faire du mal, de défendre les idées de l'ennemi. L'un des ouvrages qui le montre de façon passionnante aussi, c'est celui de Vincent Denis sur les policiers de Paris et tout ce qu'il raconte de la police du quartier du Palais Royal, qui est un quartier de libraires de livres qui pour certains sont scandaleux et pour d'autres paraissent dangereux. Et ces policiers eux-mêmes, parfois sans aucun lien avec le pouvoir de l'Assemblée ou de la Convention, prennent l'initiative d'empêcher certaines activités, d'empêcher certains textes. Une des choses que j'ai apprises en vous lisant, c'est le caractère parfois hybride, collectif de la création. C'est aussi un moment de subversion des genres, des formats, des cadres antérieurs. Et j'ai appris en vous lisant que le Père Duchesne, par exemple, n'était pas uniquement associé à Hébert, qui en a fait la figure de proue du journal qu'il animait par la suite, mais c'était plutôt une forme de création collective, en tout cas que c'était une figure que plein de gens s'appropriaient ou qui faisaient parler dans des textes de statuts très divers tout au long de l'année 1790. Oui, d'abord au théâtre et puis assez vite dans plusieurs petites brochures, textes courts. C'est une publication sous la Révolution, c'est souvent une feuille pliée. Donc 16 pages, c'est un format très courant par exemple. Et donc le Père Duchesne arrive là et dans un premier temps, c'est vraiment une création collective que plusieurs personnes s'approprient. Et c'est davantage associé à Hébert plus tard, lorsqu'Hébert, d'une certaine manière, et dans une forme différente, veut apparaître comme celui qui prend la suite de Marat. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, sous la Révolution, protéger les auteurs et du coup protéger le droit d'auteur? Ça fait partie des interrogations des révolutionnaires. Dire non plus le privilège ancien du temps monarchique, mais du coup un droit nouveau qui respecte les individus et qui respecte aussi la propriété, qui devient aussi une valeur cardinale. C'est un des articles à la DDHC, la propriété. Donc voilà, comment la figure de l'auteur elle-même ressort transformer la Révolution? Alors c'est une question qui est d'abord économique ou financière et qui est très concrète. Dans le système ancien, les auteurs bien en place bénéficient de revenus qui leur viennent de protecteurs ou du pouvoir royal lui-même ou des académies auxquelles ils participent. Ils n'ont plus ces revenus-là, de pension. Les journalistes du Mercure, qui est le grand journal, le Mercure de France, bénéficient de pensions assez généreuses. Et puis tout ça disparaît assez vite. Et donc il faut désormais que d'autres dispositifs de rémunération des auteurs prennent le relais. Ce qui n'est pas évident. La demande du public est très forte. L'activité des imprimeurs, des libraires est très soutenue, mais c'est aussi une période de crise permanente. Et justement, parce que le rythme de production, la quantité change si vite que les faillites se multiplient. Il y a des centaines de journaux qui sont créés, mais certains n'existent que le temps de quelques numéros. Et dans tout cela, il s'agit de trouver de nouvelles solutions pour que les auteurs puissent vivre. Et les députés se posent régulièrement la question. Certaines personnes, Beaumarchais, parmi les plus connus, du côté des auteurs dramatiques, Condorcet, une fois qu'il est élu et qu'il s'occupe de l'instruction publique, se posent très sérieusement cette question-là, de savoir quel dispositif législatif mettre en place pour protéger les auteurs. Et donc, effectivement, on met en place pour la première fois un droit d'auteur qui les protège pour une durée de 10 ans seulement à l'époque. 10 ans parce que
il y a déjà aussi l'idée de ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le domaine public, c'est-à-dire que ces textes ne doivent pas être confisqués, qu'il ne faut pas remplacer des privilèges anciens par de nouveaux privilèges qui seraient ceux des auteurs, et que les textes les plus utiles, ceux qui font le progrès, peut-être même la révolution, doivent pouvoir être les plus accessibles possibles. Alors vous venez de citer Beaumarchais, son cas est l'un des plus intéressants de la période, parce que c'est quelqu'un qui a eu un immense succès sous l'Ancien Régime, et du coup on pourrait s'attendre à ce que la Révolution le célèbre, notamment parce qu'il y a ce fameux monologue qui évoque le comte qui s'est seulement donné la peine de naître, et du coup qui est vu comme une attaque contre les privilèges et la noblesse avant la Révolution. Et sous la Révolution, c'est plus compliqué. Et en fait, vous montrez bien que la Révolution bouscule tous les statuts et que rien n'est évident, y compris du point de vue des héritages. Quelqu'un qui était révolutionnaire avant la lettre, il n'est pas garanti que sous la Révolution, et également pour ses actes personnels, mais il n'est pas garanti que sous la Révolution, reste au firmament littéraire. Beaumarchais, il a pourtant de très gros atouts dès le départ. C'est peut-être l'écrivain le plus connu de son temps parmi ceux qui sont vivants au début de la Révolution. En tout cas, c'est vraiment une très très grande vedette. Et en plus du prestige qui lui vient du mariage de Figaro, et puis avant ça du Barbier de Séville dans une moindre mesure, il est avec Condorcet l'éditeur des œuvres complètes de Voltaire. Et donc, il passe pour celui qui a permis que, enfin, Voltaire soit disponible pour tout le monde. Et quand les révolutionnaires, pour le dire vite, inventent le Panthéon en 1791, il est très présent. Et le jour où Voltaire arrive à Paris pour rentrer au Panthéon, Beaumarchais, entouré des auteurs dramatiques qu'il dirige d'une certaine manière dans la Société des auteurs dramatiques, est bien présent dans le cortège. Et il a lui-même participé à toute la scénographie de ce moment-là. Donc, on s'attend à ce qu'il reste une figure importante. Mais lorsqu'il fait jouer à la Comédie Française ce troisième volet de la trilogie, La Mère coupable, à ce moment-là, les choses ont beaucoup changé. Il est accusé d'avoir fait des opérations financières douteuses en vendant des armes, et peut-être pas en vendant des armes aux armées de la Révolution. On vient d'entrer en guerre. La déclaration de guerre, elle date du printemps 1792. L'inquiétude est très forte, les tensions politiques sont de plus en plus fortes, et la pièce commence à être jouée quelques semaines seulement, quelques jours quasiment, avant le 10 août. Et la monarchie tombe. Et Beaumarchais, qui défend des positions modérées, pour le dire vite, se retrouve là en décalage, lui aussi, avec l'actualité et avec une actualité très forte. Plus largement, la Révolution est un moment de révérence envers de grands aînés et de grands auteurs qu'on invente en partie à ce moment-là, ou dont on installe la place au firmament des lettres, Diderot, Voltaire évidemment, mais qu'on veut aussi parfois actualiser ou prolonger ou corriger. C'est aussi le moment où on va prendre des inédits, où on va vérifier les manuscrits. Donc il y a à la fois un travail de révérence et un travail plus philologique d'édition de textes, y compris avec les autorités publiques qui disent il faut qu'on ait une bonne version de tel ou tel texte d'un penseur des Lumières. Et donc ça, c'est très original, cette façon qu'ont les autorités révolutionnaires de dire notre responsabilité, c'est de prolonger ces écrits et de les diffuser sous une forme éclairée en achetant 3000 exemplaires de Condorcet à tel moment, ou en faisant diffuser une version corrigée de Rousseau. Là, il y a une forme d'intervention pour consacrer et corriger à la fois les écrits les plus valorisés qui est très intéressante. Ça aussi, ça va contre les idées reçues qu'on peut avoir. On se dit qu'ils avaient bien autre chose à faire que de la philologie, de l'édition de textes, qu'ils étaient assez occupés par ailleurs. Et effectivement, dans la deuxième partie de la décennie révolutionnaire surtout, se mettent en place des projets très poussés pour retrouver des manuscrits, pour les éditer correctement. Ça vient parfois directement de la Convention elle-même. Ça peut venir d'autres initiatives. Il y a cette scène extraordinaire où les travaux de la Convention s'arrêtent, ou en tout cas les travaux de l'Assemblée s'arrêtent lorsque la veuve apporte des manuscrits inédits, c'est ça ? La veuve de Rousseau, c'est le 25 septembre 1794. Donc on est quelques semaines après l'élimination de Robespierre. La Convention doit tout réorganiser dans l'urgence. La Constitution qui a été votée, pas vraiment appliquée en 1793, est déjà obsolète. Il faut une nouvelle Constitution. Il n'est pas question de prendre autant de temps que pour la première. Et pourtant, le jour où la veuve de Rousseau
arrive avec une enveloppe scellée, tout s'arrête parce qu'elle dit « j'ai là une enveloppe que Jean-Jacques m'a remis avant sa mort avec l'instruction de ne l'ouvrir qu'en 1801. Que faut-il faire ?» Et les députés débattent. Que faut-il faire ? Ils décident de l'ouvrir. Et l'enveloppe contient une version inédite des Confessions. Et une version très importante parce que pour la première fois, elle nomme vraiment les personnages. Les versions connues avaient gommé les noms propres. Et cette fois-ci, les noms sont connus. Et on mandate un député qui va passer quelques nuits à expertiser le texte et qui va revenir devant l'Assemblée pour le présenter. Mais tout cela, ça s'explique, si on revient un peu plus tôt, par la nationalisation des biens du clergé et par ce moment où l'État se met à devoir gérer des propriétés immobilières, ce qui tombe bien parce que ça permet de résoudre la crise financière, mais aussi des bibliothèques entières et des bibliothèques très précieuses. Et c'est là que, en particulier grâce à l'action d'Armand Gaston Camus, sont créées assez rapidement les archives, sont pensées toute une prise en charge publique, nationale, d'un patrimoine qui, pour une bonne part, est un patrimoine littéraire. Et donc, cet épisode avec Rousseau, il s'inscrit là-dedans, puis le travail qui est fait plus tard sur les textes de Diderot, mais aussi tout le travail beaucoup plus brûlant politiquement sur Mirabeau, c'est lié à cette exigence nouvelle qui date vraiment de ce moment-là. Il y a deux thèmes sur lesquels je voulais vous poser une question pour savoir quelle place ça avait sous la Révolution, parce que ça avait une place sous l'Ancien Régime, et je voulais savoir à quel point la Révolution avait rompu ou pas. Le premier, c'est la place de l'Antiquité comme référent, parce que on sait par exemple pour la peinture que David, voilà, a affectionné les sujets antiques, les lecteurs rapportent à Brutus ses fils après leur mort, voilà, il y a un imaginaire visuel de l'Antiquité qui est bien présent. À quel point est-ce que c'est présent sous la Révolution, dans des formes littéraires, cette idée que l'Antiquité, c'est le réservoir des modèles moraux, de vertu, mais aussi des modèles politiques, la République, les consuls, etc. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui continue d'animer l'imagination littéraire sous la Révolution ? C'est présent, mais peut-être moins qu'on ne l'a dit. Et surtout, c'est très discuté. C'est parfois attaqué fortement. On dénonce une forme d'anticomanie. Après 94-95, ça fait partie des accusations portées contre le comité de salut public, David justement, qui est en prison quelques mois à ce moment-là. On les accuse en fait rétrospectivement, ceux qui ont porté ces images-là, ceux qui ont changé de nom, Gracchus Babeuf ou d'autres, on les accuse d'être d'une certaine manière des fous littéraires ou des fous d'histoire qui ont confondu leur lecture de Plutarque ou d'autres textes antiques avec la réalité. Et donc ça existe, ça fait partie des réservoirs de références culturelles qui sont très importants. Il y en a d'autres, mais celui-ci est incontestablement important, d'autant que par moments il est mobilisé de façon très forte, mais qui circule. C'est quelque chose qui a été étudié récemment par une collègue littéraire comme moi qui s'appelle Hélène Parent, dans sa thèse qui est devenue le livre Moderne Cicéron. Elle a retravaillé, elle, sur les orateurs de la Révolution, ce qui avait été fait avant, mais qu'elle fait de façon très différente parce que beaucoup plus collective. Et justement, ce qu'elle montre, c'est que ces images, ces appropriations, elles circulent beaucoup. C'est des lieux communs d'une activité rhétorique qui est très collective. Deuxième thème pour lequel je me posais cette question, c'est tout ce qui relève du registre sexuel ou grivois, qui a joué un rôle important avant la Révolution, notamment pour délégitimer la reine et la monarchie, parce qu'énormément de textes circulaient sur ce registre, parce que c'était une manière de saper la légitimité royale. Sous la Révolution, alors vous mentionnez Sade, évidemment, qui est une activité littéraire, mais sous la Révolution, on a l'impression que ça existe encore, mais qu'en même temps, ça contredit certaines versions de la pensée révolutionnaire qui consiste à dire le libertinage, c'est les aristocrates, la République doit être un lieu de vertu. Donc du coup, dans quelle mesure ces registres-là sont présents ou pas ? Ils restent très présents avec la façon dont j'ai travaillé. Je ne rends pas compte entièrement de cette réalité-là, puisque en me basant sur ce que j'en perçois d'abord dans les journaux, et en choisissant mes textes à partir de ce filtre-là,
je vois moins ce genre de texte. Les journaux se censurent eux-mêmes, ne veulent pas toujours parler de ces textes-là. Il y a une littérature qui reste plus souterraine, plus clandestine, qu'on peut se procurer très facilement si on va au Palais Royal, mais qui est un peu moins médiatisée. Donc, dans ce que je raconte, ça apparaît de temps en temps. Je retrouve quand même quelques textes sur Sade, effectivement. Ça apparaît, on pourrait en parler bien davantage que je ne le fais si on s'intéresse à Rétif de la Bretonne, qui fait partie de ces auteurs-là. Ça revient dans un moment extraordinaire qui est celui de la première publication de La religieuse et de Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, qui sont publiés à l'automne 1796, alors que jusque-là, ils n'avaient circulé que sous une forme manuscrite. Et puis, j'aime aussi beaucoup, c'était une des découvertes plaisantes, La guerre des dieux d'Évariste Parny, qui est un poème héroïco-comique publié en 1798-1799, anticlérical, à un moment où on sent bien déjà que la religion chrétienne va revenir et va revenir en force. Et lui joue d'une écriture de la sexualité pour tourner en dérision tout ce qui est sacré, en mettant en scène un mélange de dieux païens et de dieux chrétiens assez réjouissant. Vous montrez pendant la Révolution, il y a évidemment toute une série d'œuvres, de circonstances qui mettent en scène les hauts faits révolutionnaires, qui font même, dès les premières années, on commence à avoir des précis de la Révolution, tableaux de la Révolution, histoire de la Révolution fixe elle-même sa propre histoire. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a à certains moments un effet de saturation de ce tout révolutionnaire tout le temps, et est-ce qu'il n'y a pas un public qui cherche à s'évader et à lire d'autres choses qui le sortent du présent révolutionnaire pour parler de la nature, pour parler, vous citez les fables par exemple, voilà, qui s'éloignent malgré tout un peu de la révolution. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que les textes sont entièrement pris par l'événement, ou est-ce que le public parfois peut chercher à s'en évader par des biais littéraires ? C'est difficile de répondre, de savoir ce que voulait le public à partir des indices que je prends, donc c'est-à-dire ici vraiment des imprimés à Paris. C'est quelque chose qu'on lit dans les textes d'auteurs ou d'autrices qui effectivement se positionnent de cette manière-là, qui disent la révolution n'apporte que des désillusions ou pire, des malheurs et de la violence. Et il faut trouver d'autres refuges. Je m'arrête sur un exemple assez tôt qui est celui de La chaumière indienne de Bernardin de Saint-Pierre, qui met en scène un paria en Inde qui, déçu de toutes ces tentatives de commerce intellectuel avec les hommes, s'est isolé complètement et ne cherche plus que la vérité que du côté de la nature. Mais c'est aussi une thématique qu'on retrouve dans des romans écrits par des femmes à partir de 1797 surtout. Mais dans les deux cas, en vérité, que ce soit Bernardin de Saint-Pierre ou des autrices comme Germaine de Staël ou Isabelle de Charrière, on a affaire à des écrivaines et des écrivains qui ont, avec ces textes aussi, tout à fait l'intention de participer au débat politique. Donc dépolitiser son propos, c'est toujours politique. En tout cas, dans ces cas-là, ça l'est. Ça l'est. Et peut-être que c'est vrai que ça peut être un indice d'une autre demande du public que de lire ça. Pour les femmes, c'est aussi une façon de se protéger, parce que si elles affirment trop directement qu'elles veulent faire de la politique, elles savent qu'elles s'exposent à des attaques très fortes, et donc il faut qu'elles soient prudentes, et ça fait partie d'une stratégie de prudence. Ça, c'est un des fils directeurs du livre, cette présence des femmes dans le monde des lettres, qui est à la fois toujours là et toujours contrariée, qui est jamais simple. Alors, Olympe de Gouges, évidemment, figure dans le livre, Manon Roland, Madame de Staël, Constance Pipelet, alias de Salm. Vous montrez qu'il y a un décalage entre ce que la postérité retrouve aujourd'hui et, disons, la considération qu'avaient ces textes à l'époque, qui n'était pas totalement invisible, mais les dispositifs d'édition et de réception faisaient quand même qu'on rappelait le statut féminin de ces auteurs quand on les négligeait pas. Oui, aujourd'hui, dans les histoires du féminisme récentes qui incluent la période, et du côté de l'histoire littéraire aussi, je pense par exemple à ce que fait Martine Reid et d'autres, on lit beaucoup
qu'en 1793, tout s'arrête pour les femmes. Et c'est vrai que 1793 est un moment de recul très fort, très marqué, avec l'exclusion des femmes des assemblées politiques, avec les exécutions de Manon Roland, d'Olympe de Gouges, qui arrivent en même temps que celle de Marie-Antoinette et qui servent d'exemple et qui permettent à des voix masculines de s'élever pour dire aux femmes « restez chez vous et taisez-vous ». Mais à dire ça de trop loin ou à trop insister sur cette coupure-là, on donne l'impression que commence une période de silence complet jusqu'aux Saint-Simoniennes dans les années 1820. Alors qu'en réalité, des femmes qui écrivent, qui publient, qui font parler d'elles, soit parce qu'elles ont du succès, un vrai succès, je pense aussi à Julie Candeille au théâtre, soit parce qu'elles arrivent à être au centre des débats intellectuels et politiques. C'est le cas de Germaine de Staël en 1800 avec de la littérature. Et puis entre les deux, on a effectivement Constance Pipelet, qui sera plus tard Constance de Salm. Il y a des femmes qui sont là, bien là, qui ne se sont pas arrêtées d'écrire, qui ont subi des attaques, qui savent qu'elles prennent un risque, qui ont des difficultés que les hommes n'ont pas, celle d'avoir un nom par exemple, parce que comment faire quand son nom c'est le nom de son père ou le nom de son époux, et que en signant un texte de son nom, on fait un geste qui peut être interprété comme masculin et peut-être même comme impudique. Voilà. Mais malgré tout, elles sont là et c'est plus difficile et c'est différent pour elles d'écrire et de publier. Ça ne les empêche pas d'être bien présentes et de participer dans ce débat et parfois avec des rôles très importants. Alors justement, pour prolonger un petit peu sur cette idée des coupures, des ruptures, vous avez évoqué 1793, le moment, je pense, qui m'a le plus frappé dans le livre, c'est le moment thermidorien, et 1794, parce que vous montrez sa complexité du point de vue littéraire et qu'on ne peut pas le réduire à ce qu'on appelle souvent la réaction thermidorienne, qui effectivement en est une par certains côtés, parce que après 1794, toute la dimension populaire de la Révolution, l'idée du suffrage universel, etc., sera largement remisée. Mais c'est pas qu'une réaction, c'est aussi par certains côtés une libération, parce qu'il y a des gens effectivement qui ont moins peur pour leur vie ou qui sortent des geôles où les avait placés la séquence terrible, voilà, des paroxysmes de violence et de rivalité entre factions révolutionnaires. Et puis surtout, ce que vous montrez qui est vraiment poignant, c'est une forme de retour des morts, ou de retour des fantômes, c'est-à-dire des personnages soit qui ont été exécutés, soit qui avaient été contraints à une quasi-disparition, mort sociale et littéraire, et dont on relit, redécouvre les textes et qu'on remet en avant, comme Condorcet, comme Manon Roland. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur cette idée que ce qu'on appelle la réaction thermidorienne, en fait, c'est aussi une forme de renaissance pour certaines figures? Oui, tout à fait. C'est assez tardivement, j'ai décidé de découper en 3 grandes parties ces 10 chapitres, d'ajouter une subdivision, et c'est le début de la 3e partie que j'ai appelée « Le temps des inventions ». Ce que j'avais en tête dès le départ, c'est l'expression « l'invention de la terreur », qui est beaucoup utilisée par Jean-Clément Martin, notamment. Et c'est ce moment où la littérature participe de la définition, et en particulier la définition lexicale de ce qui s'est passé avant. Mais j'ai été frappé de voir ces revenants, ces vivants et ces morts qui reviennent de façon très forte dans l'actualité. Condorcet, dont plus personne n'a dit un mot, personne ne savait ce qu'il était devenu. Condorcet, il s'est caché quelque temps, et puis il a été arrêté, et puis on l'a retrouvé mort dans sa cellule avant même qu'il soit conduit à Paris. Personne n'en dit rien. Et il faut attendre 94 et la fin de 94 pour qu'on apprenne qu'il est mort, et puis un peu plus tard pour que soit publié l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain. On publie à ce moment-là effectivement les mémoires de Manon Roland. Et alors, en plus, il y a là un personnage qui joue un rôle passionnant, c'est Jean-Baptiste Louvet. Jean-Baptiste Louvet, qui est un écrivain à succès de romans libertins légers, Les Amours du Chevalier de Faublas, publié entre 1788 et 1790, qui a été député à la Convention et qui était qui était girondin, pour le dire vite, et qui était un peu une tête brûlée chez les Girondins. Quand il fallait envoyer quelqu'un pour s'agiter, crier, c'était lui. Et puis lui a pris la fuite et il a réussi à survivre, il s'est caché. Et quand il veut revenir, on ne le laisse pas revenir parce qu'on est gêné. La Convention, c'est toujours la même assemblée des députés qui étaient là pendant ce qu'on appelle désormais la Terreur.
Et ils ne savent pas trop comment faire avec ces Girondins qui ont survécu. Ils sont quand même très embêtés d'avoir participé à leur élimination en 93. Et Louvet revient, et ne parvenant pas tout de suite à être réintégré à la Convention, il ouvre une librairie. Il annonce qu'il ouvre une librairie, il publie les mémoires de sa proscription, de sa fuite, qui est un texte extraordinaire, très romanesque dans son écriture. Et puis c'est lui qui publie les mémoires de Manon Roland. Il publie les mémoires de Honoré Riouf, qui est l'un des grands textes de fabrique de la mémoire des Girondins. Et tout le mythe des Girondins, qui sera repris par Nodier, par Lamartine, par d'autres, et qui va inspirer aussi beaucoup d'œuvres d'art, il naît à ce moment-là dans cette opération éditoriale dont Louvet est le chef d'orchestre. Il n'est pas tout seul à la mener, mais vraiment, il arrive à les faire revenir. Et c'est contemporain, on l'a dit, du moment où les textes de Condorcet reviennent. Et puis, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est à ce moment-là que la veuve de Rousseau arrive à l'Assemblée. C'est le même moment. C'est un moment où un passé qui a été mis entre parenthèses, en vérité, pendant quelques mois, pendant une quinzaine de mois, parfois davantage, revient. Rousseau, il était prévu qu'il rentre au Panthéon depuis longtemps déjà, mais c'est à ce moment-là qu'il revient. Ce moment-là inaugure aussi une période où le royalisme littéraire commence à timidement pouvoir s'exprimer de façon un peu plus libre. Ça prend quelle forme, le royalisme littéraire en Révolution, disons dans les quelques séquences où ça peut réapparaître dans l'espace public? Le royalisme littéraire, il a un nom, il en a plusieurs, mais pour moi, il a d'abord le nom de Jean-François Laharpe. Laharpe, qui était plutôt voltairien au début, auteur de théâtre, et assez actif dans la défense de la Révolution, qui a porté le bonnet rouge, ça lui sera reproché plus tard. Après Thermidor, devient vraiment le champion de la réaction littéraire. Et il le fait en donnant des leçons de grammaire et des leçons de littérature. Il le fait en disant que tous les malheurs de la Révolution et toutes ces violences sont venus d'une perversion de la langue. Les révolutionnaires se sont mis à inverser le sens des mots. Quand ils disaient liberté, ils voulaient dire ils faisaient et ils voulaient dire tyrannie, et ainsi de suite. Oui, donc c'est un déconstructeur de la langue révolutionnaire avant l'heure. Mais pour faire ça, il a besoin en faisant ça, disons, il recrée une forme d'autorité. C'est l'un de ceux qui va travailler le plus activement au retour de l'Académie française, qui reprendra ce nom seulement au moment de la Restauration, mais qui en reprend la forme déjà sous le Consulat. Donc, l'idée qu'il y a une langue française stable, indépendante des circonstances politiques et de l'actualité, fondée sur des valeurs absolues. Et donc, c'est lié à une défense d'une conception aussi de l'absolutisme politique et religieux. Littérature ou beauté absolue, roi, Dieu. Et tout ça fait système. Et pour promouvoir à nouveau cela, il l'oppose à ce qui a été, d'après ce qu'il en dit, l'anarchie révolutionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas un autre versant du royalisme qui est plus dans le pathos, c'est dans les torrents de sang, et dans le martyrologe, et dans l'épopée tragique et de la fin des derniers chevaliers qui se battent pour le roi. Est-ce qu'il n'y a pas ce versant-là aussi qui permet d'exprimer une sensibilité, et qu'on pourrait dire d'ailleurs pré-romantique, parce que on tend du côté de ces passions, de cette noirceur avivée par la Révolution? Alors, pendant quelques années, entre 94 et septembre 97, oui, c'est très présent dans les textes. C'est là qu'on voit très tôt des pièces de théâtre pleines d'effets sur la terreur. Les mémoires, ceux d'Honoré Riouf ou d'autres, ceux de Louvet lui-même, avec des passages très pathétiques. Assurément, il y a pour autant, dans les textes qui sont disponibles à Paris à ce moment-là, il y a peu de textes qui vont très loin pour faire du roi un martyr, ou des royalistes, des héros tragiques de l'épopée révolutionnaire. Ces textes-là, on les trouve plutôt chez les émigrés à ce moment-là. Et puis sous la Restauration. Voilà, et ensuite, oui. Là, ça explose vraiment. Oui, ils reviennent
ils reviennent un peu plus après la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte. Pendant un temps, il laisse faire aussi, il laisse publier ce genre de récits. Est-ce que durant ces recherches pour faire ce livre, vous avez fait une découverte qui vous a particulièrement marqué? Parce que j'imagine qu'il y a une hiérarchie des œuvres, même si on a tendance à dire qu'il n'y a pas de grande œuvre de l'époque révolutionnaire. Vous en avez cité un certain nombre. Vous avez évoqué Mercier, vous avez évoqué Olympe de Gouges. Voilà, on peut trouver dans le livre là où parfois où penchent vos préférences. Mais est-ce qu'il y a des découvertes, des choses que vous n'imaginiez pas trouver et qui vous ont marqué? Il y a une découverte qui commence à être un peu ancienne, mais ce livre, je l'ai écrit depuis 2-3 ans, mais en fait, j'espère pouvoir l'écrire depuis bien plus longtemps. Et la découverte qui a été essentielle, y compris pour la méthode, c'est celle d'une autrice qui s'appelle Jeanne Gacon-Dufour et qui a écrit un roman en 1801 qui s'appelle La femme grenadier, histoire de la fille d'un marquis qui s'engage de son plein gré et en adhérant aux valeurs de la Révolution dans les armées révolutionnaires. Et donc cette fille de marquis devient grenadier, d'où le titre La femme grenadier. Et en regardant ce texte de très près, j'ai vu que c'était un texte qui fonctionnait avec un texte pas tout à fait inconnu, qui est un projet de loi fantaisiste, mais qui n'a pas toujours été interprété comme un fantaisiste, le projet de loi de Sylvain Maréchal, proposant d'interdire l'apprentissage de la lecture aux femmes. 1801 aussi, janvier, Sylvain Maréchal publie ce texte où il propose qu'il soit absolument interdit d'enseigner la lecture aux femmes parce que les femmes qui savent lire, et encore pire les femmes qui savent écrire, c'est trop dangereux. Et Gacon-Dufour, justement, non seulement elle répond, elle a publié une réponse à ce texte de Sylvain Maréchal, mais en réalité, ils ont travaillé ensemble. Aux 2 textes, ils étaient complices. Et La femme grenadier fait partie du dispositif avec un 4e texte qui est La femme abbé de Sylvain Maréchal, publié juste avant. Or déjà, j'ai trouvé ce jeu littéraire qui mêle des essais et une matière romanesque passionnant, assez inattendu parce que pour une fois, c'est pas un roman contre-révolutionnaire, c'est bien un roman de la Révolution qui raconte ce que aujourd'hui couramment on appelle la terreur sans le désigner sous ce terme-là, qui défend des positions montagnardes indulgentes, ce qui est absolument extraordinaire en 1801. Donc il y a cette découverte-là, mais en plus, c'est là que pour démêler tous les fils, j'ai eu besoin des dates très précises et que j'ai daté au jour près chacun de ces 4 textes et que ça m'a permis de comprendre comment il fonctionnait, comment il pouvait être reçu. Et donc, c'est vraiment une découverte assez fondatrice dans l'ensemble du projet. Merci beaucoup, Olivier Ritz. Est-ce que, on en a déjà donné ou suggéré beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager en fin d'émission? Oui, je voudrais partager un conseil de lecture d'une collègue anglaise, spécialiste de littérature, elle aussi, qui s'appelle Caroline Warman. Et alors, c'est un livre en anglais, mais qui a entre autres mérite celui d'être en libre accès déjà. Donc, on peut très facilement lire, qui s'appelle The Atheist's Bible. Et c'est un livre qui est un petit peu un complément du mien, que j'ai lu avant d'écrire le mien, puisque ce livre suit un texte de Diderot qui n'a jamais été publié, Les éléments de physiologie. C'était un texte encore plus scandaleux que Jacques le Fataliste ou La religieuse, parce que c'est l'un des textes où il défend le plus son athéisme. Et ceux qui avaient ce texte ont pensé qu'il était trop dangereux que de le publier. Et Caroline Warman fait une enquête où elle retrouve dans des documents d'archives, dans des imprimés, toutes les traces d'utilisation de ce texte, et elle permet de voir comment il circule de façon souterraine. Donc là aussi, il y a une démarche chronologique, une histoire qui est passionnante à suivre et qui montre qu'il y a d'autres textes que ceux qui sont imprimés et qu'on peut étudier à partir de ce qu'on lit aujourd'hui dans les bibliothèques. Et ce conseil me permet de souligner un point dont on n'a pas parlé dans la discussion, mais il faut que les gens aillent voir le livre, qui est que cette histoire est aussi en partie une histoire transmanche, une histoire transatlantique aussi, c'est-à-dire que les textes, les traductions, les énoncés circulent et qu'il y a tout un pan de l'histoire littéraire de la Révolution qui consiste à réfuter, commenter Burke, Mary Wollstonecraft, etc. Que voilà, il y a des débats qui ne se limitent pas au territoire franco-français, évidemment, parce qu'il y a des résonances beaucoup plus larges à tout ça.
Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.